c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des formateurs pour leur présenter une sorte d'état des lieux, en quelque sorte, les problématiques des sciences cognitives par rapport à la formation. Donc nous allons aujourd'hui déposer en quelque sorte un certain nombre d'enjeux, d'explications, de présentations. En quelque sorte, je vous offre la pelote et ensuite c'est à chacun de tirer le fil qui lui convient, autant qu'il le souhaite et quand il le souhaite. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas une formation, c'est une présentation. La formation, c'est plus du ressort des ateliers ou de ce que vous allez faire après. Très rapidement, je pilote une équipe de 30 personnes qui sont toutes en activité, qui sont tous des acteurs de l'éducation. Il y a des enseignants expérimentateurs, des formateurs, des chercheurs. Il y a des responsables d'organisation, d'enseignement. Je travaille aussi beaucoup avec l'armée de terre qui est en avance sur la formation civile, j'allais dire, pour des raisons très, très pratiques. Quand il faut former en 6 mois des militaires qui vont sur le terrain seuls, on n'a pas le droit de se tromper en pédagogie. Donc on va voir du côté des neurosciences ce qui se passe et on va voir du côté du numérique. Donc ils travaillent beaucoup avec moi, etc. Donc c'est toute une équipe et notre mission, c'est de sensibiliser, de vous présenter, comme je vais vous le faire maintenant, et ensuite d'accompagner par des projets. Donc il y a toute une équipe de formateurs qui accompagnent les projets dans les établissements. Alors on forme aussi beaucoup par le numérique, par le distanciel. Je vous donne un exemple. Nous avons monté un MOOC au cours des derniers mois qui a connu un certain succès, puisqu'il y a eu 14 000 participants dans 120 pays. Et donc nous le renouvelons au mois de décembre. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous y accrocher. Donc on fait ce genre de choses. On fait aussi des formations de formateurs, etc., etc. Mais ce qui nous caractérise, comme le suggérait Cynthia tout à l'heure, c'est que l'idée actuelle des sciences cognitives, c'est qu'il n'y a pas de valise miracle, si vous voulez. Les théoriciens ont prodigieusement découvert, étudié, etc., des choses dans la bulle de leur laboratoire, mais maintenant, il faut passer au terrain. Et donc, pour cela, il faut expérimenter par le biais, évidemment, des enseignants, vous, les formateurs, etc. Donc, nous montons des expérimentations pour voir ce qui marche, comment ça marche, dans quel contexte ça marche, etc. Hier, nous avons lancé une grosse manip avec notre équipe. On a lancé une manip sur 5000 élèves, 400 profs et 160 classes du primaire jusqu'à l'université pour étudier comment on peut pratiquement dans la classe favoriser la mémorisation, la compréhension, l'attention, l'implication active, ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est ce que nous faisons et nous travaillons en contact avec la recherche. J'appartiens moi-même au laboratoire d'Olivier Houdet à la Sorbonne, qui est plus particulièrement centré sur les problèmes de l'inhibition et de l'attention. Et nous avons un site science-cognitive.fr qui est un site de formation. Vous pouvez y trouver beaucoup de ressources. Alors, dans quel contexte vous parlais-je aujourd'hui ? Nous avons en fait trois points d'appui. Le premier, c'est que disent les textes officiels de la formation, tant dans l'éduc national que dans les projets des organismes de formation, que dans les chartes professionnelles sur la formation. Donc, nous sommes partis de là, parce qu'il y a un peu de logique. Où vous avez des psychologues cognitifs qui vous disent « le cerveau, ça marche comme ça, etc. » Débrouillez-vous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous avez besoin d'opérationnalité, comment on fait, etc. et dans quel objectif. Donc nous avons la démarche inverse. Que disent les textes? Quels sont vos objectifs de formateur? Et que viennent faire ou qu'est-ce qu'on peut tirer des sciences cognitives pour améliorer la formation et pour résoudre des problèmes qui sont un peu lourds et qui sont un peu caractéristiques de notre système français. Pas que français, bien sûr, mais en tout cas, nous, on a un peu la démarche inverse, c'est de partir du terrain et d'aller rechercher dans les Sciences Co ce qui peut nous être utile pour modifier les modalités pratiques. Ensuite, il y a donc l'étude rigoureuse de ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau et comment ça se traduit pédagogiquement. Alors évidemment, tout cela change la posture du formateur. Depuis hier matin, et merci de m'avoir accueilli, je ne cesse d'avoir des échanges avec les uns les autres parce que vous êtes dans le groupe IGS assez en avance, c'est pas pour vous flatter, assez en avance sur la posture du formateur.
C'est-à-dire, on sent bien, chez vous, qu'il y a une recherche permanente de remise en question pour essayer de modifier et améliorer la performance, tant cognitive qu'humaine, communicationnelle, etc. Voilà. Et il s'agit donc, en tout cas dans le système classique de l'enseignement, de transformer le simple transmetteur d'informations en une sorte de formateur-chercheur sur le terrain. Et c'est cet ensemble d'énergie, de dynamique positive qui fait avancer vraiment le système. Donc, c'est vous qui avez, en quelque sorte, la main. Alors, nous avons, nous, une éthique absolument rigoureuse qui est de ne jamais dire, parce que les neurosciences cognitives, c'est un monde tellement vaste, on dit tellement de choses, ça intéresse tellement tout le monde, parce qu'on a tous un cerveau entre les deux oreilles, et on sent bien, si vous voulez, il y a des échos en nous-mêmes, etc. Donc on dit un petit peu tout et n'importe quoi là-dessus. Non. L'éducation, la formation, c'est de plus en plus une science, et j'allais presque dire une science dure. C'est ce qu'on dit chez les experts, parce que maintenant il y a des moyens de savoir comment le cerveau fonctionne, donc on n'a pas le droit d'outrepasser ce que la communauté scientifique nous autorise à dire de façon consensuelle. Voilà, donc on a une éthique forte là-dessus, et nous ne débordons jamais du périmètre autorisé. C'est dans ce cadre que je vous présenterai les choses aujourd'hui. Le contexte, il est un peu triple. Il y a bien sûr l'avancée des connaissances sur mais comment le cerveau fonctionne lorsqu'il apprend. Et formateur que vous êtes, vous ne pouvez plus ignorer ces choses-là. Vous ne pouvez plus marcher à l'envers de ce que la nature a conçu pour que le cerveau puisse apprendre et comprendre. Ce serait un non-sens absolu sur le plan professionnel. Donc, le contexte, c'est l'avancée de ces savoirs qui sont à l'aube aujourd'hui. Attention, on ouvre la scène, mais on a quand même suffisamment de connaissances sur le sujet pour démarrer la mise en application pratique. Donc, le contexte, c'est le développement de la science. Le contexte, c'est l'arrivée du numérique. C'est incontestable, mais le numérique, dans quel cadre? Jusqu'où? Avec quelle pertinence au service de la cognition? Et là, il faut avoir une attitude raisonnable, efficace, pertinente, qui vous revient. Comme on disait hier, quelqu'un disait hier, je ne sais plus, 10 outils nouveaux par jour. Comment faire dans cette forêt vierge d'outils, etc. Donc le numérique, certes, le numérique arrive à faire ce que la pédagogie traditionnelle ne peut pas faire, donc on s'approprie, mais jusqu'où, voilà, ça c'est à tester. Et la troisième chose, c'est les problématiques de la formation. Une grande partie de notre activité repose sur l'éducation nationale, donc depuis le primaire jusqu'au post-bac, avec des résultats dans les enquêtes internationales qui ne sont pas à l'honneur du système français, il faut quand même le dire, difficultés scolaires, fractures scolaires, etc. Donc, comment renverser la vapeur et en quoi les sciences cognitives peuvent aider à estomper ce problème. Donc, en quelque sorte, votre mission, comme celle des enseignants, au sens large du terme, elle est un peu double. Elle est, dans quelle mesure ce que je sais de la façon dont le cerveau apprend peut m'aider à mieux transmettre et à mieux développer les compétences attendues, premièrement. Mais deuxièmement, et ça c'est nouveau, dans quelle mesure êtes-vous responsable du développement de l'outil cérébral de l'apprenant? On sait que le cerveau évolue en fonction de ce qu'on lui fait faire et lorsqu'il aura atteint cette capacité-là, il pourra bien apprendre, mais il vous revient également de mettre ce cerveau en piste. Et ça a été longtemps oublié dans la formation initiale. Donc il y a maintenant une sorte de double mission. Comment je fais pour développer chez l'apprenant un cerveau qui va lui permettre de mieux apprendre, de mieux développer des compétences?
fussent-elles purement cognitives ou de l'ordre des compétences psychosociales, etc. Donc il y a un peu cette double mission. Je vous montre ce tableau. C'est tout ce que l'on dit, ou tout ce que l'on peut dire, sur la manière dont le cerveau fonctionne et que l'on entend couramment dans l'entendement commun. Je vous le laisse regarder et vous essayez de voir, de discriminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors on pourrait y passer une grande partie de l'après-midi. La réponse, elle est simple. Tout est faux. C'est ce que l'on appelle des neuromythes, des fausses croyances, et on l'entend couramment. Alors, on ne va pas s'y attarder, mais un souvenir n'est jamais fiable. Un souvenir est une reconstruction à l'aune du présent, de tout ce qui a été conservé fidèlement, mais tout ce qui a été déformé au cours des années. Et lorsque vous rappelez un souvenir, vous le déformez en le rappelant, parce que vous y rajoutez des dimensions personnelles, parce que ça arrange quelque part. Vous voyez les choses différemment. Et lorsque vous l'exprimez, vous remodelez le souvenir qui n'est qu'un puzzle de tout un tas de choses réparties dans le cortex. Un souvenir n'est pas fiable. On n'a pas une bonne ou une mauvaise mémoire. On a 150 zones de mémoire. Vous pouvez en avoir d'excellentes. Vous en avez d'autres qui sont médiocres. On n'a pas dire « je perds la mémoire ». Non, je perds quelle mémoire? J'ai une bonne mémoire. Non, etc. On pourrait le faire pour tous. Cela pour vous dire qu'en tant que formateur, vous avez le devoir éthique de savoir comment vous portez ces informations sur le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a une rigueur à acquérir. Vous ne pouvez mettre en route des modalités innovantes conformes à la nature que si vous êtes clair par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a au préalable, sans devenir un expert évidemment, le problème n'est pas là, mais il y a plus que des précautions. Il y a une sagesse intellectuelle à bien savoir comment le cerveau fonctionne. C'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sachant que la science n'est que la science parce qu'elle avance tous les jours en remodifiant un petit peu, en revisitant un petit peu ce qui s'est passé avant, donc rien n'est sûr pour demain. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, nous allons balayer les 4 grands thèmes qui sont les thèmes stratégiques pour lesquels les sciences cognitives interviennent dans la cognition: compréhension, mémorisation, implication active, attention. Voilà. Et tout ça forme un système, bien évidemment. Alors, que disent l'ensemble des textes? Si on cherche le dénominateur commun de tous ces textes qui sont un peu le cadrage des objectifs de formation, c'est toujours comprendre d'abord. On forme pour que l'apprenant puisse comprendre. On ne cherche jamais à lui bourrer la tête de quelque chose. On cherche toujours à le rendre apte à résoudre des situations de plus en plus complexes. Donc, la dimension comprendre est prioritaire, centrale. Mais qu'est-ce que comprendre? On va y revenir 2 minutes. Et on va s'apercevoir qu'on ne peut comprendre que si l'on sait a priori avant. Donc, comprendre interroge les mémoires et leur fonctionnement. Enfin, ensuite, il y a le contrôle de la pensée, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, le contrôle de la pensée, qui est une dimension de plus en plus prégnante dans la mission du formateur. Qu'est-ce que c'est? Que sont ces fonctions exécutives qui permettent de faire fonctionner cette mémoire de travail qui réfléchit, qui pense, qui décide, qui arbitre, qui hiérarchise, qui planifie, etc. Et pour ça, il faut un contrôle de la pensée rigoureux, parce que la nature nous a dotés de proto-compétences, mais il faut les ajuster, il faut les développer. Et ça, c'est tout l'enjeu du contrôle de la pensée. Ensuite, il y a le travail en mode actif et collaboratif. Un cerveau qui reçoit n'est pas le même, enfin, ce n'est pas les mêmes fonctions qui s'activent que lorsque le cerveau produit. Donc ça, c'est essentiel dans la posture du formateur et dans l'organisation des modalités de formation. Et enfin, dans quelle mesure le formé doit-il être conscient de la manière dont il fonctionne? Apprendre à apprendre.
Bref, nous allons visiter ces systèmes. Prenons le premier. L'objectif est central de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre les langages de communication, les langages symboliques, de mathématiques, etc., les langages de code, tous les langages qui permettent de véhiculer les informations. Comprendre des situations, comprendre des problématiques, des processus. Mais comprendre, c'est aussi quelque part, parce que la définition de comprendre n'est pas aisée, mais comprendre, c'est aussi raisonner, appliquer, c'est-à-dire transférer. J'ai appris un certain nombre de choses sur un type de situation, comment je fais pour l'appliquer dans une situation similaire, donc voisine, mais différente. C'est ce qu'on appelle le transfert cognitif. Comprendre, c'est ça aussi. Et ensuite, c'est le passage de la strate concrète à la strate abstraite. Comprendre, c'est cela aussi. Pensez à la discipline mathématique, on est en plein dans ce genre de problématique. Et puis comprendre, c'est aussi quelque part comment on active les leviers du plaisir, de la curiosité, de la créativité. Évidemment, il nous faudrait 3 conférences pour aborder ça. Nous, on va essayer d'aller un peu à l'essentiel. Qu'est-ce que comprendre pour le cerveau? Si vous vous placez devant des situations aussi différentes qu'un protocole, qu'un texte, qu'une peinture, qu'une formule maths, qu'une situation, cérébralement, c'est la même situation. C'est-à-dire que chaque fois, le cerveau est face à ce que l'on appelle un système d'informations liées. Chaque fois. Le texte est un ensemble de mots qui font sens parce qu'ils sont liés, qui s'articulent et duquel on va pouvoir faire émerger des représentations mentales. La peinture est un ensemble d'éléments, de couleurs de traits, etc., figuratives ou non. La formule de maths, etc., etc. Chaque fois, comprendre, c'est être au pied du mur d'un système qui comporte des éléments et qui sont liés entre eux. Soit de façon explicite, vous lisez le texte, vous avez une première approche du texte directement par les mots qui sont là, les phrases, etc. Mais ensuite, il y a derrière cette première présentation, il y a tout ce qui est au-delà, ce que ça vous suggère, comment vous l'interprétez, ce à quoi ça vous fait penser, les liens que vous... Donc, il y a une partie un peu interne au système, et il y a une partie de lien avec le reste du système. Mais ce que vous observez là, c'est chaque fois lié à la mémoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez comprendre, on brosse à grands traits là, vous ne pouvez comprendre que si vous possédez la reconnaissance et le sens de chaque élément, et que si vous avez déjà une idée relativement précise du lien entre eux. Donc vous allez dans votre stock mémoriel pour opérer la phase de compréhension, qui s'effectue de façon un peu schématique toujours en 3 phases. Il y a tout d'abord une reconnaissance. Je suis en face de vous. Je vois des visages. Je me dis, est-ce que je reconnais ces visages? Il y en a, oui. Je les ai vus, j'ai parlé avec eux, je les reconnais. D'autres, non. Je reconnais les sièges, les lampes, etc. Je reconnais l'ensemble des éléments qui constituent le système qui est devant moi. Pour reconnaître, il faut déjà avoir en tête le stock qui va nous permettre de le reconnaître. C'est la phase, si vous voulez, de la mémoire que l'on appelle souvent perceptive. Je perçois. Je vais chercher dans ma mémoire à long terme. Est-ce que ça y est ou ça n'y est pas? Donc il y a un premier passage, un premier sas d'identification, de reconnaissance. C'est toujours la première phase d'approche. Et si vous n'avez pas ce stock-là, si vous n'avez pas l'identification de certains éléments, vous altérez cette première phase, cette première étape de la compréhension.
Donc il y a une première phase essentielle de mémoire. Alors après, il y aura tout un jeu de comment je fais pour intégrer dans ma mémoire des choses nouvelles. Et bien sûr, c'est un des enjeux de l'apprentissage. Ensuite, il y a une deuxième phase. C'est la construction sémantique. Revenons à l'exemple du texte. Vous avez reconnu des mots. Mais au-delà de la reconnaissance visuelle, le décodage visuel, vous allez aller chercher le sens, les sens, la meilleure acception possible du mot dans un ensemble, et vous allez regrouper un ensemble d'éléments et vous allez fabriquer dans votre tête une microstructure mentale par un jeu d'ensemble de mots. Et de microstructure en microstructure, vous allez fabriquer une représentation mentale de plus en plus large, une macrostructure, et vous allez progressivement vous éloigner de chaque élément et construire de quelque chose de plus en plus global, l'idée. Et à la fin, le prof de français dit à l'élève, alors, quelles sont les idées principales du texte? Ça, c'est ce qu'on appelle la construction sémantique. Mais s'il n'y a pas le stock sémantique, c'est impossible. Donc il faut bien savoir a priori pour comprendre. D'où l'intérêt majeur des processus de mémorisation. Et enfin, il y a la troisième phase que l'on appelle d'extension. Que vais-je faire de ces représentations-là par rapport à d'autres situations? Qu'est-ce que ça m'évoque? Quel lien je fais avec ce que je connais de mes situations épisodiques, c'est-à-dire d'événements que j'ai vécus? Ou de références culturelles, etc. Mais pour faire cette extension, il faut aussi avoir du capital. C'est pourquoi l'élève qui est issu d'un milieu culturellement défavorisé, et il n'y a pas de connotation de ma part, il est handicapé pour cette troisième phase. Il ne peut pas faire ça, ou partiellement, si vous voulez. Donc la compréhension, c'est toujours un peu ça, tout ça pour vous dire qu'il faut savoir pour comprendre. Mais en comprenant, on amorce l'approche et l'intégration de nouveaux éléments qui vont rentrer dans la mémoire. Donc c'est un cercle vertueux. Je reconnais par la mémoire, je construis par la mémoire, je comprends, j'intègre des éléments nouveaux, je les fais rentrer dans la mémoire, le stock va grandir et je comprendrai de mieux en mieux, etc. Donc c'est un peu le cycle. Alors, pour comprendre les conditions, et vous verrez que enfin, vous pouvez l'imaginer simplement, en creux, si vous voulez, l'étudiant, l'apprenant qui est en difficulté, c'est celui qui a des handicaps là-dedans. Il faut avoir un stock sémantique mémorisé à long terme, il faut l'avoir, autrement ça ne marche pas. Deuxièmement, exigence forte sur la rigueur, parce qu'on peut avoir une connaissance d'un mot, d'une définition, d'un concept, si vous voulez, on peut avoir une approche plus ou moins précise. Or, on sait bien que la qualité intellectuelle dépend beaucoup de la précision avec laquelle on connaît le sens des mots. Il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de wallo, il y en a toujours, mais il faut essayer de les diminuer. C'est pour ça que nous, on fait des recherches importantes sur en quoi la connaissance précise du vocabulaire depuis le tout petit jusqu'au bac est importante pour réussir à comprendre et à traiter une situation. Et il y a un travail formidable d'exigence de rigueur à faire parce que plus on resserre, si vous voulez, la précision avec laquelle on entend, on communique sur des mots, des concepts, etc., mieux on comprend, mieux on communique, mieux on résout. Voilà. Ensuite, il y a la richesse des liens. Donc, vous voyez que, en termes de mémoire, on aura donc deux axes. La connaissance, la mémorisation d'éléments et la richesse aussi grande possible des liens entre les différents savoirs. C'est donc à la fois un ensemble de briques élémentaires et de liens entre elles. Donc il y aura, pour une formation mémorielle correcte qui permette de traiter, il y aura donc ces deux directions. Et alors derrière, on ne peut réussir à faire cette construction que si on active ce que vous avez là, à côté de la mémoire de travail, les zones des fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est principalement les 5 inhibitions fondamentales. L'inhibition, c'est je vais trop vite, je suis dans le réflexe, je suis dans l'impulsion, etc. Non, j'arrête, je freine. Et je dis, je passe d'un mode automatique à un mode plus rationnel.
un mode algorithmique, comme on dit scientifiquement, c'est-à-dire de décomposition des choses. Et toute la subtilité et la performance du raisonnement et même de l'attitude dans la vie, c'est la gestion de ce qui est impulsif, réflexe, immédiat, automatique, etc. Et bien gérer ça avec la modalité plus rationnelle. Donc il faut jouer avec les deux, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. C'est un des grands enjeux à venir des systèmes éducatifs. La flexibilité mentale, c'est la possibilité de passer d'une idée à l'autre sans grabuge, parce qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. C'est impossible, de façon consciente. Inconsciemment, vous pouvez faire la vaisselle et parler à votre enfant, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez fait souvent la vaisselle, et donc c'est automatique. Donc vous pouvez accorder une conscience pleine à ce qu'on est en train de vous dire et à ce que vous allez dire. Mais consciente, c'est impossible, le cerveau est linéaire, même si on est prix Nobel. Donc la flexibilité mentale, c'est la possibilité de passer d'une tâche consciente à une tâche consciente. Et ça se travaille. Ensuite, il y a les processus décisionnels, on pourrait en parler beaucoup. C'est parmi un certain nombre d'arguments lequel choisir. Et là, je vais vous décevoir. Nous avons un comportement qui est éminemment inconscient pour les décisions. Vous avez l'impression de décider, mais ce sont vos travailleurs cérébraux de l'ombre qui préparent la décision. C'est un peu le cabinet du ministre qui fait le boulot qu'on ne voit pas, et le ministre, lui, il dit « j'ai choisi ça ». Eh bien, c'est un peu comme ça que ça marche, donc on pourra en parler parce que c'est assez fascinant cette affaire. En tout cas, c'est une fonction exécutive. Une des fonctions exécutives aussi, c'est la planification. Ça nous a été doté par la nature, mais il faut le développer. Et puis tous les mécanismes intentionnels, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Donc, il faut acquérir du sens, etc. J'espère avoir fait passer le message. Travail sur la précision, j'espère l'avoir fait passer aussi, et c'est trop souvent négligé. Les correcteurs de bac le savent bien, la plupart des copies sont truffées de malentendus, tout simplement parce que l'élève n'avait pas un sens très précis, si vous voulez, des choses qu'il exprime. Ensuite, l'idée d'en comprendre, c'est lorsque vous êtes face à un ensemble hétérogène d'étudiants dans votre classe, vous allez aborder une nouvelle partie, et il y a déjà des écarts, parce qu'en amont, l'apprenant, il a un stock différent, il a une capacité de rappel différente, etc. Donc il y a de fortes inégalités. Est-ce que vous allez démarrer un nouveau chapitre avec ces inégalités-là? L'idée, c'est peut-être d'anticiper et de réduire le delta entre les plus en difficulté et les meilleurs. Donc c'est toute la réflexion pédagogique sur les prérequis. Donc nous, on est très favorable à établir une phase 1 de travail sur les prérequis en amont. Alors on appelle ça PDA inversé, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais cela ne peut se faire qu'à 3 conditions. Isoler, parce que c'est principe de réalité, hein, isoler les éléments qui seront nécessaires pour que la compréhension soit meilleure par le plus grand nombre. Isoler, et ça, il n'y a que votre pertinence pour le faire. Nous allons traiter un nouveau chapitre. J'ai besoin de références à des notions antérieures. Lesquelles? 1. Le choix. 2. Comment allez-vous construire ce module, peut-être numérique, de prérequis pour qu'il soit attractif, interactif, efficace? Et il ne s'agit pas simplement de mettre un doc en ligne. Hein. Ça, c'est poète-poète. Hein. Non, ça ne marche pas. Il faut construire l'activité. Et ça, c'est le rôle du pédagogue, du formateur. Comment je vais faire pour créer cette vidéo, ce poudoun, ce questionnaire, etc. Comment je vais faire pour qu'il soit interactif, etc., pour arriver à ce que, au début du chapitre que vous allez étudier, les gens soient le mieux sur la même ligne de départ. Et enfin, troisièmement, comment vais-je faire pour m'assurer qu'ils l'ont fait? Test de positionnement. Ils ont fait le boulot, vous arrivez, test de positionnement, outil numérique. Petit test, 2 minutes, et vous testez ce qui a été fait. Si vous ne faites pas ça, c'est toujours les mêmes qui auront fait le boulot. Vous le savez bien. Donc, il y a bien ces 3 étapes dans la gestion des prérequis. Enfin, au niveau de comprendre,
on introduit de plus en plus les tests de compréhension à l'intérieur des séquences. Il y a un outil sympathique que nous testons de plus en plus dans les classes parce que c'est facile, il n'y a pas besoin d'outils numériques, c'est Plickers. Plickers, vous distribuez des flashcodes, hein, on les trouve sur Internet, vous donnez aux élèves, et puis vous posez en cours de séquence à vos étudiants, etc. Alors, ils ont des flashcodes sur des cartes, et vous proposez 2-3 questions, et ils orientent la carte en fonction d'une réponse possible, et vous, avec votre téléphone portable, vous scannez comme ça vous prend 20 secondes, et vous avez les réponses de tout le monde. Ça dure 1 minute 30, et vous avez la photographie exacte de ce que les élèves ont compris par rapport à ce que vous venez d'expliquer pendant 10 minutes. C'est joli, non? Et ça marche. Ça marche depuis le CM2 jusqu'à l'université et même en formation d'adultes. Ce sont des tests interactifs entre celui qui parle et celui qui reçoit. Voilà, c'est un exemple, je vous le signale, mais il est de plus en plus pratiqué. Enfin, évidemment, pour les liens, les cartes en tout genre. Carte mentale, carte heuristique, carte conceptuelle, etc. C'est toujours basé sur le même principe, c'est-à-dire le lien. Et on passe de plus en plus à la carte individuelle. Tu as entendu un certain nombre d'éléments sur Napoléon, organisés dans une carte. On passe de plus en plus à ça, à la construction de la carte collective. Génial. Au tableau, par 3 ou 4, les adultes. Alors, comment concevez-vous la carte mentale, la carte heuristique de l'ensemble des... etc. Là, il y a un vrai travail d'appropriation, de compréhension, etc. Les bons liens, et on passe de plus en plus, en tout cas dans le monde de la formation des lycéens, à la carte heuristique comme moyen d'évaluation. Alors, vous avez une demi-heure pour dresser la carte heuristique du romantisme. Et il n'y aura pas 2 solutions pareilles, mais toutes pourront avoir 18 ou 20, comme le disait hier Jean-Charles. Chacun aura sa construction. Et le prof, qu'est-ce qu'il fera? Il évaluera la pertinence des liens. Est-ce que tout y est? Est-ce que les liens sont bons? Etc. Donc ça ouvre tout un champ à la fois de construction de la compréhension et de l'évaluation. Pour comprendre, on passe par cette fameuse mémoire de travail. Mémoire à court terme, c'est abandonné, comme intitulé. La mémoire de travail, c'est là. Ce n'est pas une mémoire de stockage. C'est une mémoire de travail, de production, on prend les éléments qu'on va chercher dans la mémoire à long terme, dans les automatismes, les choses qui se font toutes seules. Et cette mémoire de travail va utiliser ces fonctions exécutives pour produire ce que l'on attend de la résolution de la tâche. Mais, comme le disait hier Raphaël dans l'atelier, il y a 2 limites. Universelle, c'est une mémoire où tout s'efface au bout de quelques secondes à quelques minutes ou quelques heures ou mieux. Donc, il faut se dépêcher de traiter, autrement c'est parti. Dans une semaine, vous aurez presque tout oublié ce qu'on vient de dire. Eh ouais. Allez, au revoir. Je vous laisse le PowerPoint, vous ferez ce que vous voulez avec. Ça passe. Et en plus, c'est limité. C'est-à-dire que c'est le petit centre stratégique du cerveau, la petite capsule spatiale bourrée d'instruments machin, mais on ne peut pas repousser les murs, donc elle est limitée. C'est ce qu'on nous expliquait hier dans l'atelier par l'empan mnésique, c'est-à-dire le nombre maximum d'éléments qu'on peut traiter en même temps. Alors il nous disait hier que c'était 7 en moyenne. Vous pouvez, quand vous dites la liste de courses, etc., vous en retenez que 7, 8, ça. Alors ça varie selon les gens. Mais il nous a donné un exemple verbal. Si vous prenez des images, c'est beaucoup plus. Parce que la nature humaine est très développée sur le plan de l'imagerie. Et oui, c'est toute l'évolution humaine. Et si vous faites l'empan de positions spatiales successives, le petit pion qu'on déplace sur un damier, etc., c'est pas plus de 3-4. C'est très compliqué pour nous. Donc, en tout cas, la philosophie de cette affaire, c'est que c'est limité en termes de nombre.
Alors ça, c'est hyper important. Parce que si vous demandez à un étudiant d'avoir en tête un certain nombre d'éléments pour comprendre un système, comprendre un fonctionnement, comprendre une situation pro, etc., s'il y en a trop, il ne peut pas. Alors comment on fait pour jouer avec ça? Alors, j'ai rajouté quand même une chose. Beaucoup d'apprenants pensent, vous pensez peut-être que maintenant, en écoutant ce qui se dit, vous allez le retenir, c'est bon, et c'était, voilà. Non. Non, si vous ne le traitez pas, c'est mort. Il vous restera des sensations, des émotions, un souvenir épisodique, une situation. C'était sympa, c'était pas sympa, il nous a endormis, c'était après le repas, j'ai pas beaucoup dormi. Oui, pour beaucoup. Non, je plaisante, je vous taquine. Donc mais est-ce que vous serez capable de dire précisément ce qui a été déroulé? Non. Donc il y a beaucoup d'élèves qui disent « J'apprends mon cours pour le contrôle de demain ». C'est une illusion. Ils ont franchi une petite étape. Mais si on les réinterroge dans 2 mois, si vous prenez les bacheliers, 85% de réussite au bac, vous ne prévenez pas les élèves, vous les faites revenir en novembre, vous leur en faites passer le bac. Monsieur Blanquer, il prend sa valise, il s'en va. Il a honte. Vous comprenez? C'est une illusion. C'est un travail de longue haleine, l'incrustation des choses. Donc il faut passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Mais l'empan se développe. D'abord, il se développe avec l'âge. C'est-à-dire que ça commence à 3 pour un petit de 5, 6 ans. Et puis ça augmente. Parce que c'est biologique. C'est un entraînement et c'est biologique. Et puis quand il a 10 ans, il est à peu près à 5, 6, puis quand il est ado, c'est comme un adulte. Mais si vous avez une notion précise des éléments que vous faites rentrer dans la mémoire de travail, alors ça compte plus, ça libère une place. Donc plus on a de savoir, plus on a une mémoire de travail qui vous permet d'absorber plein de choses. Donc on a intérêt à savoir pour faire fonctionner la mémoire de travail. Et si en plus vous avez des automatismes derrière qui vous permettent de le faire, alors c'est encore mieux. C'est-à-dire que si l'élève de 6e, il arrive en sachant déjà décoder visuellement les mots, etc., s'il a déjà une approche relativement automatisée, il va pouvoir s'occuper du sens. Mais s'il a du mal à décoder, sa mémoire de travail, elle va être saturée. Il ne pourra pas s'occuper du sens. Il ne comprendra pas. Donc, plus on automatise, plus on sait, plus la mémoire devient exécutive. Donc ça se développe. Et comme le disait Raphaël hier, on peut rassembler les éléments. Et quand vous les mettez par paquet, ça compte plus que pour un. C'est comme ça qu'est construite toute la science mathématique. On passe d'un élément, à un groupe d'éléments, à une formule, à un concept, et de plus en plus, on peut rassembler des choses. Et c'est ainsi que Cédric Villani, il arrive à faire des raisonnements mathématiques extrêmement abscons, parce qu'il navigue toujours dans sa mémoire de travail à espace limité, mais avec des regroupements de plus en plus forts. C'est ça la subtilité de l'expertise. Donc ça peut se développer. Donc les regroupements, ce qu'on appelle les chunks, si on a des routines et des savoir-faire, alors on libère de la place. Et la mémoire de travail marchera bien quand on a une acquisition précise et fluide et qu'on peut rappeler très facilement les choses. Alors les limites, vous l'avez compris en creux, c'est une sorte de résumé sur la compréhension. Il faut des savoirs. S'ils sont insuffisants ou imprécis, ça marche mal. On peut développer la mémoire de travail, son non-pan. Il y a le problème de l'oubli. Oui, j'avais appris ça, etc. Ah, j'arrive pas à le rappeler, je l'ai oublié. On va revenir. Qu'est-ce que c'est l'oubli? On n'a pas fait assez de liens. Parce que s'il y a plein de liens pour rappeler une information, si vous prenez une piste, ça ne marche pas. Si vous en avez une autre, ça marchera peut-être. Plus il y en a, plus c'est facile. Mais s'il n'y en a qu'une, ça ne marche pas. Donc il faut multiplier les liens. Et enfin, il faut réactiver régulièrement, c'est ce que disait une participante de l'atelier 1 hier, il faut réactiver régulièrement, acquérir des procédures et une aisance de rappel. Il faut avoir une mémoire fraîche. Voilà.
Alors donc, la mémorisation, qui est donc le pilier technique, si vous voulez, qui va permettre d'accomplir les phases de la compréhension. Donc, l'idée, et quand on reprend tous les textes, il y a toujours acquisition de quelque chose de façon un peu morte. Il faut savoir ceci, savoir cela, etc. Donc, il y a ça, mais il y a donc tout ce qui est nécessaire de savoir pour comprendre, traiter, produire. C'est ce que nous venons de dire. Alors, on va y rester un petit peu là-dessus. Dire d'abord que l'humain est un être de mémoire. Il nous disait hier, définissez la mémoire, c'est très très compliqué. Comment ça fonctionne, les différentes mémoires, parce qu'on en a plein. L'oubli, c'est quoi? Et il existe maintenant, enfin, on est d'accord sur au moins 6 règles qui permettent de mémoriser efficacement. Alors, l'humain est un être de mémoire. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un stock. C'est en partie un stock. Mais c'est tout ce qui nous permet de nous repérer. Dans le temps, dans l'espace, dans les situations quotidiennes, je reconnais l'arbre, la maison, le ceci, le bus, etc. Je reconnais. Mais parce que j'ai mémoire de tout mon passé, je crois que c'est toi, Cynthia, à travers la formule d'André Gide qui disait quelque part la mémoire, c'est soit qu'on va chercher dans le passé pour se reconnaître aujourd'hui. C'était à peu près ça le sens. C'est ce qui fabrique notre identité. Qui sommes-nous? Eh bien, c'est notre mémoire qui nous construit cette représentation. Donc la mémoire, c'est aussi actif. C'est ce qu'on vient d'expliquer, mémoire de travail, mémoire, etc. C'est actif, c'est dynamique. Et ça évolue, c'est-à-dire ça s'enrichit, ça s'estompe un peu, etc. Donc on va s'y arrêter un petit peu. Par exemple, les émotions. Les émotions, la nature les a créées pour nous protéger. Mais une émotion, pourquoi la vivez-vous comme ça, souvent? Pourquoi avez-vous peur de ceci? Parce qu'en mémoire, vous avez cette espèce de réminiscence, de situations similaires qui vous ont mis en danger. Donc vous avez ce souvenir-là qui revient et ça crée l'émotion qui vous dit « Attention, vous avez déjà vécu ça, il y a eu danger, attention, etc. » Donc toute l'étude sur les émotions repose en grande partie sur « Mais en quoi possédons-nous des choses qui permettent de les vivre ?» Et alors évidemment, la mémoire est fondamentale dans l'apprentissage. Alors, de très nombreux systèmes mémoriels dans notre cerveau. Denis Le Bihan, qui est un des grands savants de notre société française, un académicien qui dirigeait le laboratoire Neurospin d'imagerie sur le fonctionnement cérébral, dit souvent qu'il y a à peu près 200 zones qui fonctionnent toutes ensemble. Pas toutes toujours, mais en tout cas qui fonctionnent en interconnectivité, si vous voulez. Donc il y en a un grand nombre et les unes aident les autres. La mémoire des automatismes avec la mémoire rationnelle, avec la mémoire émotive, etc. Tout fonctionne en même temps. Alors en gros, le modèle qui est le plus communément admis actuellement de Tulving, qui est un célèbre cognitiviste qui est actuellement en vie encore, dit voilà, en gros, il y a 6 familles. Vous avez dans vos têtes le système de reconnaissance, nous en parlions tout à l'heure, vous percevez des signes, vous percevez mes mots auditifs, pas de souci, vous les connaissez. Si je vous parlais en slovaque, peut-être que non, etc. Donc vous les connaissez. Donc c'est une mémoire perceptive qui est reliée probablement à la mémoire à long terme. Voilà, alors perceptive, mais ça dépend aussi de la perception de chacun. Est-ce que vous voyez la jeune femme qui regarde un peu au fond avec ses cheveux noirs et cette espèce de toque, ou si vous voyez cette espèce de sorcière qui regarde plutôt vers nous avec un nez crochu, etc. Bon, tout ça, ça dépend de soi. Ça dépend de ce qu'on a. La perception que vous avez maintenant de ce qu'on dit dépend beaucoup de ce que vous êtes. Personne ne perçoit exactement la même chose. Donc c'est les mémoires perceptives. Ensuite, il y a cette bibliothèque personnelle de données, la mémoire sémantique, sur ce que l'on sait du monde et sur ce qu'on sait sur soi. Voilà. Et que vous, les formateurs, vous essayez de nourrir constamment, mais le problème, c'est que la mémoire sémantique, il faut l'accrocher bien comme il faut, c'est-à-dire que le petit bouquin qui correspond de façon métaphorique à un élément, il va tomber, on l'oublie, il faut le remettre, il va rester plus longtemps, il va retomber, etc. Donc il y a tout un jeu, si vous voulez, de reprise dont on va parler. Il y a la mémoire épisodique, c'est les événements. Contextuel, temps, espace, émotion. J'ai vécu la soirée d'hier dans la rue, entre potes, voilà, ça a fait un peu de bruit, ils sont venus nous dire que...
La mémoire procédurale, c'est les automatismes. À force, chers amis, d'intégrer un mécanisme, à force de l'intégrer plusieurs fois, maintes fois, vous le faites passer dans un stockage, vous le faites passer de un peu partout là, à plutôt pariétal et le cervelet. Et c'est moteur, faire du vélo, nager, c'est ce qu'on prend toujours comme exemple, taper sur un clavier d'ordinateur et tout, mais ça peut être cognitif. À force d'organiser la structuration des mots en lisant, je passe de un mot toutes les 10 secondes quand je suis en CP à 10 mots par seconde quand je suis formateur à l'IGS. C'est un exemple que j'ai pris au hasard. Hein. Où est la différence? Automatisation. Et quand vous lisez, vous ne vous rendez même plus compte de ce que vous faites. Vous ne vous rendez plus compte que votre œil, il est passé de mot en mot, il a décodé, il a été chercher du sens, il a repéré les indicateurs syntaxiques, de liaison, étymologiques, grammaticaux, orthographiques, machin, etc. Vous avez lu tellement de millions de mots que vous avez automatisé. Donc ça concerne à la fois le cognitif et le moteur. Et l'immense partie des choses que vous faites dans la journée, c'est procédural. Et heureusement, ça vous permet de les faire vite, à peu près en sécurité, et de façon plutôt performante. Quand vous écrivez, vous n'allez pas vous demander comment vous allez tourner votre stylo pour écrire un mot. Mais non, vous vous intéressez à l'idée. Vous avez automatisé. La plupart des choses que vous faites, c'est automatisé. Nous sommes des êtres de l'automatisme. Parce que ça nous permet de faire les choses vite. Il y a assez peu, finalement, de mobilisation. C'est décevant. Hein. Donc, la procédure. Donc, il faut installer des procédures. Je pourrais vous en parler souvent de ça, beaucoup. Procédure d'acquisition de la lecture, ça a été fortement négligé. Alors, pourquoi il y a un pourcentage important d'enfants qui arrivent au collège avec une mauvaise pratique de la lecture? C'est parce qu'on a souffert de la procéduration insuffisante. C'est pour ça que certains systèmes, avec la Reading Hour, par exemple en Angleterre, systématisent l'automatisation de telle façon à ce que tous les enfants de 10 ans sachent lire tous. Bon, je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas vrai. Mais il y a des idées à prendre. Et il y a la mémoire des émotions, tout ce qui est autour de l'émotion, de la décision, etc. C'est dans une zone bien particulière qui est très proche du sémantique. Donc c'est vrai, il avait raison de le dire hier, le collègue. Quand on agit sur le fil de la mémoire, de l'émotion par exemple, on agit inévitablement sur la mémorisation. Donc tout ça est bien lié. Et puis, évidemment, les fonctions exécutives, mémoire de travail, on en a parlé. Alors l'oubli. Parce que quand vous apprenez, quand vous faites apprendre les étudiants, vous luttez contre cette plaie qui est l'oubli. Et on est arrivé avec l'oubli. Mais l'oubli, c'est quoi? L'oubli, c'est un effet de la nature pour nous protéger. Vous vous rendez compte, si vous gardiez les milliers, peut-être les dizaines de milliers d'informations qui vous parviennent tous les jours, si vous gardiez intacte la virulence des émotions qui vous embrasent lorsque vous vivez une situation personnelle difficile, ce serait un enfer. Heureusement que demain, les choses se seront estompées et que vous direz finalement c'est moins grave. Donc il y a un effet pour nous protéger dans l'oubli. Et alors ça sert aussi de filtre, c'est-à-dire lorsque vous dormez, une partie des éléments que vous avez acquis sont éliminés naturellement parce qu'il y a une fonction de pertinence. Il est quand même sympa notre cerveau parce qu'il ne garde que le meilleur et le reste est éliminé. C'est pour ça que le lendemain, quand vous essayez de vous dire « Ah, la situation d'hier soir, je n'ai pas réussi à trouver une solution », eh bien le lendemain, bizarrement, c'est souvent plus clair. Parce qu'il y a eu un effet de filtrage. On apprend, on résout en dormant. Bien, c'est dû à des molécules qui sont faites pour ça. On apprend, les phosphatases, elles éliminent. Donc, le formateur, il nage à contre-courant. Il faut aller plus vite et faire mieux que ça. Donc, c'est naturel.
Parfois, enfin, souvent, c'est consolidé de façon insuffisante. Il y a des interférences. Ce que j'avais avant m'empêche de percevoir bien ce qu'on est en train de faire maintenant et ce que je fais maintenant. Ça empêche d'avoir une bonne conscience de ce qui va se faire après. Donc tout ça, ça se mélange. Ce sont des interférences un peu destructrices. Ensuite, il y a une mauvaise réactivation qui fait que c'est difficile de rappeler. Je ne me rappelle plus du nom de la dame. Bonjour madame. Elle m'a dit, vous savez, moi, Michel. Ah, Michel Durand, ça vous revient tout de suite, les liens. Donc ce n'est pas facile de retrouver quelque chose qu'on a en tête. Et parfois, on pense avoir oublié, mais ce n'est pas oublié. Donc il y a un problème de réactivation régulière, un problème de lien. Donc tout ça contribue à l'oubli. Alors comment on fait pour lutter contre cet effet naturel? Et c'est votre job de mettre en place des modalités pédagogiques qui permettent aux étudiants de pouvoir mémoriser au mieux, de lutter contre ces effets naturels. Donc il y a, en gros, 7 règles de base. Il faut consolider par reprise à rythme expansé, on va le voir. Mémorisation active, feedback proche, les liens, le spaced learning et la création des procédures. On y va. Tout d'abord, je voudrais vous montrer cet exemple que nous avons reproduit plusieurs fois et qui conduit toujours au même résultat. Vous demandez à des élèves d'apprendre 20 définitions de SVT en classe 2 secondes. Faites un contrôle, pas de problème, ils ont la moyenne, une moyenne. Admettons 15 pour la classe. Vous attendez 8 semaines sans réévoquer les notions. Et 8 semaines après, vous faites le même test. La moyenne est divisée par 5, quels que soient les élèves. Celui qui avait 15 se retrouve avec 3, et celui qui avait 5 se retrouve avec 1. L'élève n'en revient pas. Le prof, il le sait. Il dit, bon, bah, je vous explique, hein, c'est comme ça que ça marche, donc on va reprendre. Deuxième, ça nous a été cité hier d'ailleurs, c'est une expérience de Lurie. Alain Lurie est celui qui m'a immergé dans cette piscine des neurosciences avec passion. Vous visionnez 16 mots, c'est ce qu'il a fait hier, en gros. Tout de suite après, vous dites, alors, c'était quoi les mots? En moyenne, on l'a bien vu hier. Verbaux, lampamnésique, à peu près 7, vous les mettez. Mais ce n'est pas ça qui intéressait Lurie. Lurie, il faisait, ok, mais immédiatement après avoir visionné les mots, vous allez faire une activité mentale, c'est ce qu'on appelle une tâche de Peterson, vous allez prendre un nombre, et vous allez retirer 3 à chaque fois. Comme monsieur s'occupe d'informatique et de trucs hyper compétents et tout, prenez 350, enlevez 3. Allez-y. 347. 347, c'est bon? Enlevez 3. 344. 341. 338. Ouais, ok. Bon, vous faites ça pendant 2 minutes. Vous avez laissé de côté les mots. Vous avez occupé votre esprit à autre chose. Et après, vous dites aux gens, alors, les mots, combien? 4. En 2 minutes, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous occupez votre esprit, ce qui a été capté avant, c'est oublié. Alors, 2 minutes, mais alors que dire en 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois? C'est une exponentielle décroissante. Et vous pouvez faire ça 10 fois, vous obtiendrez 10 fois le même résultat. Nous, on a pratiqué sur plusieurs classes l'essai suivant. On explique 7 concepts de géographie à des élèves qui ne les connaissaient pas. Première ES. Bon, ils ne sont pas complètement idiots quand même. Alors, au bout de l'heure, ils savent. Voilà, mondialisation, ça veut dire machin. Ok, à la fin de l'heure, tout le monde croit qu'il sait. 3 semaines après, le prof contrôle. On l'a fait plusieurs fois, on a chaque fois le même résultat. Il dit, alors, c'est quoi exactement, rigoureusement, le sens du mot, mondialisation ou autre, je ne me rappelle plus ce que c'était. Il n'y en a plus que 2, en moyenne, pour une classe de 35. Oh, les élèves disent, mince. Alors le prof, c'est pareil, il dit, je vais vous réexpliquer, on va repasser 1 heure à ça, je vais vous réexpliquer, on va travailler ensemble et tout. Ok. Il met moins de temps, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie cognitive. Et ça marche à la fin de l'heure, et 3 semaines après, encore, il fait le même test. C'est la dernière fois. Hein. 5.
Ah, 5 c'est mieux que 2, mais c'est pas 7. Et là, on voit arriver les fameuses courbes d'Ebbinghaus qui étaient évoquées hier dans l'atelier et qui nous dit, si on ne consolide pas, alors c'est quasiment perdu, mais si on consolide, c'est gagné que pour un certain temps, donc il faut reconsolider. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est comme ça que marche la machine humaine. Et donc on obtient ça. Première fois, grosse énergie cognitive. Oh, je m'envoie les 7 concepts. Je les oublie très vite. Pour les réapprendre, un peu moins d'énergie. Mais je les retiens pendant plus longtemps. Un peu moins d'énergie, etc. Au bout de 5-6 fois, c'est quasiment... l'asymptote est quasiment acquise pour un temps de plusieurs mois. C'est ça, c'est ça. Alors, il n'y a pas de courbe identique pour tous les apprenants. Ça dépend des items, ça dépend des personnes, ça dépend des conditions dans lesquelles on apprend. Voilà. Alors, le prof, il se dit, bon, mais alors quand est-ce que je dois leur demander de revoir? Puisqu'ils sont tous différents. Bon, alors c'est vrai que c'est très compliqué, mais statistiquement, si on fait en gros la progression géométrique au bout de 1 semaine, 3 semaines, 6 semaines, 12 semaines, 24 semaines, ça marche. Et l'étudiant, il dira plus, ah mais ça, j'ai pas vu l'année dernière. Et non, parce que vous avez été voir le collègue qui vous a dit, si, on l'a traité. Voilà. Donc, en gros, statistiquement, ça marche. Donc, l'idée, c'est de construire des planifications de reprise. Alors, nous, on fait ça sur des dizaines de classes. Et le résultat est quasiment toujours le même. La deuxième, c'est principe de réalité. On demande à un cadre supérieur, Bac plus 6. On lui dit, monsieur, est-ce que vous accepteriez d'apprendre 30 petites expressions d'anglais. Il était très mauvais en anglais. 30 petites expressions d'anglais chaque jour. Pendant 5 jours, 6 semaines de suite, total 600. Le cadre, il nous dit, ça n'a pas la tête. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui répondez, c'est exactement ce que les programmes pour un ado de 16-17 ans exigent de l'élève. Yes, sir. Qu'est-ce que les courbes? Alors, nous, on l'a fait travailler avec des logiciels d'optimisation. Au début, donc, on lui redemande chaque expression, ça veut dire quoi, etc., etc. C'est des logiciels, vous allez voir, c'est génial. Bon, bref, il a utilisé le top du top de la technique de mémorisation. Et chaque jour, il a de plus en plus de questions qui viennent d'avant, avec la technique 1, 2, 3, 6, 12, 24. Et au bout de 4 semaines, il dit, moi, j'en peux plus, les amis. Hein, parce que ça me prend ça me prend presque 40 minutes par jour pour réviser 80 expressions. Et dites-moi, j'ai un boulot, hein. Je rentre tard le soir et voilà. Mais c'est marrant parce que l'élève aussi. Il a du job à faire. Donc, on ne peut intégrer des informations nouvelles qu'en nombre limité. Il faut travailler sur les essentiels. Que voulez-vous précisément que vos étudiants retiennent? Ciblez les essentiels. Et là-dessus, vous mettez la gomme des techniques de mémorisation. Moins, mais mieux. C'est un gros effort à faire. C'est le message que j'essaie. J'ai la chance de pouvoir communiquer avec les gens qui sont tout au sommet de la pyramide du ministère. Et c'est un truc, ça leur échappe. Hein. Ils mettent des masses de trucs, etc. Non, mais attendez, on va où là? L'élève, qu'est-ce qu'il sait finalement? Il n'a pas ancré les choses, il n'a pas consolidé les choses. Bien. Alors, la technique idéale de mémorisation, c'est 1, 2, 3 reprises dans un temps limité. On y vient, on y revient, on y revient. Vous faites des ateliers de 3 heures. Vous vous êtes fixé 4 ou 5 notions. Eh bien, en cours de séquence, vous vous arrangez pour qu'on y revienne. Et à la fin de la séquence, petit exercice
à nouveau de mémorisation sur ces essentiels-là. Là, vous aurez déjà préparé le terrain de la mémorisation à long terme. Et ensuite, vous aurez interrogé l'étudiant sur ce qu'il y a, voilà, au bout de, admettons, 3 semaines, et puis ensuite, vous recommencez 6 semaines après et 12 semaines. Et là, ça marche. Et là, on retient. Donc, c'est ce qu'on appelle initial massé plus reprise expansée. Alors, les fameux logiciels, et il n'y a que le numérique qui peut le faire, c'est par exemple Anki. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Anki est un logiciel de mémorisation à parcours individualisé, un des moins connus en France et un des plus connus dans le monde. Oh non, ça ne va pas, ça. Alors, nous, on fait des manips d'utilisation de ce logiciel dans les classes, et c'est époustouflant, je vous l'assure, et je n'ai rien à vendre, c'est en open source. C'est un logiciel qui... Vous rentrez des données dedans et il vous interroge juste au moment où vous êtes en train d'oublier. Parce que c'est les courbes statistiques des Pingaros. Et moi, je suis très mauvais en anglais aussi, et c'est pas moi qui ai fait le test. Hein. Et j'utilise ça, et j'ai appris des milliers de mots en anglais. Et moi, j'ai un corpus d'à peu près 2-3 000 expressions dans mon logiciel Anki, et tous les 2 jours, je le fais. J'en ai 15 qui remontent. 15, c'est quoi? C'est 10 minutes. Vous n'avez pas besoin de revenir sur les 2000. Hein. Donc c'est hyper performant. Donc nous on le fait en seconde, première et surtout terminale dans des programmes du type Histoire Géo. Et les élèves disent « on en veut !» Ça marche, ce truc-là, voyez-vous. Donc il existe maintenant ça, mais il faut avoir évidemment un smartphone ou un ordi. Et puis donc les liens, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez ça par cœur. Mémorisation active. La mémorisation active, c'est... Je ne lis pas pour apprendre. Non. Je me pose une question et j'essaye d'y répondre. Parce que nous avons tous un système de prédiction formative. Je vous explique. Quand vous vous posez une question, votre cerveau, qui est bayésien, c'est-à-dire qu'il est statisticien, si vous voulez, il va chercher statistiquement la meilleure réponse possible. Quand il a la réponse, il dit c'est la bonne réponse, c'est pas du tout la bonne réponse, ou c'est à peu près la bonne réponse. Et c'est le travail de prédiction qui crée l'apprentissage. C'est la question dont la réponse va être donnée, qui crée l'apprentissage. Si l'apprenant se contente de recevoir, il n'y a pas ce boulot-là, on n'apprend pas. Donc il faut construire un système de questions-réponses. Donc nous, on a tout un tas de techniques qui s'appellent les fiches de mémorisation. Voilà, le prof de première S en SVT, tout son cours, à la fin, il y a les essentiels avec les questions. L'élève bouche. Normalement, il y a les réponses, il bouge là, il se pose la question, il essaie de répondre, etc. Et ça, c'est une méthode de mémorisation active. Et vous allez me dire, mais alors l'ado de 17 ans, il ne va pas le faire. Il va regarder tout de suite. Eh bien non, figurez-vous. Au début, effectivement, ça marche comme ça. Et après, il s'aperçoit bien que, parce qu'ils ne sont pas fous, les élèves, hein, ils ont un sens de l'économie quand même, du temps et tout. Et donc, ils se disent, ça marche. Alors il y a ça, au niveau des étudiants, vous avez les interrogations par groupe de préparation, vous avez tout un tas de techniques, si vous voulez, qui amènent à se poser la question. On peut imaginer plein de modalités. Mémorisation active. Moi, je ne vous cache pas que je lis énormément de neurosciences, et des bouquins, j'en ai une bibliothèque comme ça, tous mes bouquins sont en fiches, avec des questions et les réponses. Et quand je suis dans le TGV pour venir à Lyon, pour vous voir, eh ben je me révise 3 livres en une demi-heure. 1000 pages. Et je les ai toujours frais. Parce qu'autrement, vous n'allez pas reprendre le livre pour le lire. Alors, le feedback proche, c'est ça. C'est mécanisme prédictif de la formation. Space Learning, on apprend beaucoup mieux quand on scinde quelque chose en plusieurs parties que quand on le fait en une fois. On est en train de faire une expérience assez géniale avec des maternelles pour apprendre des processus de numération. Et on a découpé en tranches et on le fait 2 semaines, puis 15 jours après, puis 15 jours après. Eh bien, la différence est flagrante. Et puis l'oralisation. Il faut parler, il faut faire agir le larynx.
Quand vous lisez le soir dans votre lit, sans vous en rendre compte, vous subvocalisez. C'est silencieux, mais vous le faites. Et si on bloque mécaniquement le larynx, eh ben la mémorisation, elle est quasi nulle. Eh oui, messieurs, dames, la première fois où vous préparez un cours, vous le faites silencieusement dans votre bureau. La première fois, c'est pas évident, hein, vous avez besoin de vos notes. Mais quand vous l'avez dit une fois, avec l'oralisation et le geste, la deuxième fois, c'est plutôt fastoche. Voyez-vous? Et pourquoi les élèves, on ne leur apprendrait pas ça aussi? Etc. Contrôle de la pensée, ça veut dire développer l'observation, développer la maîtrise. Il faut maîtriser les distracteurs. Mais oui, je viens de vous regarder, il y a quelqu'un qui rentre, il y a un tiers de la salle qui regarde. C'est un distracteur visuel. Cela dit, elle est charmante, la jeune fille. Hein. Moi, je me laisserais bien distraire aussi. Hein. Bon, et les distracteurs, c'est commun à toutes les espèces animales. Toutes les espèces animales, même la mouche. Elle est sur la table, vous en avez marre de cette mouche. Vous approchez, tac, elle s'en va. Vous savez pourquoi elle s'en va? Parce que, à partir du moment où son système d'alerte s'est mis en marche, ça a été jusqu'à son centre décisionnel. Mais comme elle est toute petite, ça se fait en une fraction de seconde, extrêmement brève, donc ça fait tuk tuk, hop, elle s'en va. Mince. Tandis que vous, quand vous mettez votre main sur la plaque du four, le temps, quand vous avez un grand bras, parce que vous avez surtout le directeur qui a un bras long, le temps que ça remonte jusqu'à son cerveau, qui est puissant, cher monsieur, et le temps que ça redescende pour dire à la main, enlève-toi, ah, il s'en prend pour une semaine de pommade. Voyez-vous? Bref, je m'égare, et le temps passe. Et Cynthia, elle se dit quand est-ce qu'il arrête. Bref, il faut maîtriser les distracteurs. Il faut apprendre à raisonner et éliminer les réflexes mauvais, parce qu'on en a plein et parce que la nature nous les a donnés. Lisez Apprendre à résister. Ça vient de sortir. Olivier Houdet, le grand spécialiste mondial de la maîtrise de la pensée. Apprendre à résister. C'est lui avec qui je travaille. Et il m'a fait une autographe extraordinaire. Il m'a mis... L'humain doit apprendre à résister de l'école jusqu'au Panthéon. Les 4 résistants qui ont été panthéonisés cette année, l'année dernière ou je ne sais pas quand. C'est ça la maîtrise du contrôle de la pensée. La mentalisation, compétences psychosociales, etc. Tout ça, ça se développe. Alors, les fonctions exécutives, on en a parlé, inhibition, planification, flexibilité mentale, attention, décision, il nous faudrait 2 jours pour en parler. Je vous dis que ça existe et je vous dis que ça se développe. Et c'est ça qu'on doit développer en termes d'outils cérébraux de la pensée chez l'apprenant. Et c'est le job aussi du formateur. Pourquoi ne sommes-nous pas attentifs? Pourquoi vos étudiants ne sont pas attentifs? Il y a une identification de 16 causes. Je ne vais pas en parler, mais il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est-à-dire que l'attention, c'est discontinu. Vous êtes attentif, pas attentif, etc. Parce que entre chaque fraction, le cerveau, il a besoin de récupérer, etc. Donc vous loupez une partie de la perception. Parce que quand vous faites 2 tâches en même temps, si vous faites la tâche A, vous dites à la tâche B, salle d'attente. Et vous dites maintenant, je m'occupe de B. Vous dites, B, viens. Mais A, tu vas en salle d'attente. C'est ce qu'on appelle le clignotement attentionnel. Vous faites un truc, quelqu'un vous a dit quelque chose, vous étiez tellement attentionné, au bout d'un moment, vous dites « Oh, tu m'as dit quoi ?» C'est le clignotement attentionnel, etc. Quand il y a concurrence de stimulation, vous choisissez toujours celle qui vous plaît. Émotion, plaisir, etc. Système 1, système 2, automatique, pas automatique. Je traverse la place de la Concorde. Est-ce que je discute avec mon copain et je traverse et vous faites confiance à vos systèmes d'alerte et vous dites, bon, c'est pas grave, je sens bien les voitures qui arrivent. Et puis, pof, un jour, vous avez l'accident. Vous dites à votre copain, non, je passe au système 2. On ne parle pas. Système algorithmique, je fais attention à tout. C'est lent, c'est rationnel, mais c'est sûr. Donc, procédure, oui. Non, j'allais faire la blague de Bourvil. Procédure, oui, mais contrôle pour ne pas se laisser
leurrés par les automatismes, etc., etc. Il y en a plein. Bref, il est normal qu'on ne soit pas attentif. Et puis il y a toutes les pensées émergentes, parce que vous, mademoiselle, vous dites « je l'écoute et tout », d'ailleurs il me regarde, donc je vous montre que j'écoute. Mais en fait, il y a plein d'idées qui vous est venues dans la tête depuis 1 heure, n'est-ce pas? Mais je ne vous demanderai pas lesquelles. Comment on fait pour lutter contre? Nous, on fait des manips sur ce qu'on appelle la préchauffe attentionnelle. On annonce, on préchauffe, on préactive. Ça multiplie les mécanismes d'attention. Bimodalité de présentation, ça a été dit hier. Dites phonologique, montré, visuel. Double modalité, hyper efficace. Si vous n'en avez qu'une, c'est pas bon. C'est moins bon. Mais il faut qu'il y ait une cohérence totale. Nous, on expérimente ce qu'on appelle la formule en 4 temps. C'est la technique Monticone britannique. Pendant 10 minutes, j'expose. Vous ne prenez pas de notes. Vous dites à vos étudiants, je vais vous expliquer un processus. Pendant 10 minutes, je vous l'explique. Vous ne prenez pas de notes. 10 minutes suivantes, restitution. Qu'avez-vous retenu? Vous brassez. Restitution, compréhension. Là, vous faites la compréhension. 3e mode, reformulation, etc. 4e mode, application. C'est des techniques qui marchent bien. C'est des séquences d'1h50. Et entre, petite pause. Bref, les activités d'observation, nous on utilise beaucoup le PS comme développement de techniques mentales, de mise au calme, etc. Mise au calme, on a des déroulés très simples. Voilà. Les jeux maths, c'est des approches qui ont toutes les vertus de l'implication et de la mémorisation et de l'attention, les tests, etc., etc. Bref, c'est pas ce qui manque. Mais il y a beaucoup à découvrir. Lorsque l'être humain est apparu dans une configuration cérébrale à peu près la même que maintenant, il y a quelques dizaines de milliers d'années, il avait ici une zone qui s'activait en cas d'impulsion. J'ai faim, j'ai soif, tout le reste, toutes les impulsions normales, les réflexes, machin, c'est là. Et là, la zone du contrôle, ça n'existait quasiment pas. C'est arrivé plus tard dans l'évolution. Et entre les deux, il y a des faisceaux de neurones. Ils sont faiblement, quand le bébé arrive, ils sont faiblement myélinisés, ils sont faiblement construits. Donc il faut qu'il les construise. C'est pour ça que le petit, jusqu'à 7-8 ans, il a un mal fou à contrôler ses impulsions. Parce que le faisceau-là, il n'est pas opérant. Et plus il est mobilisé à développer par des attitudes éducatives qui sont certainement celles que vous avez utilisées avec vos enfants, etc. Mais je peux vous le dire, pour avoir dirigé des établissements dans des zones difficiles, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas ça. Eh bien, si c'est fait correctement, à peu près jusqu'à 10-12 ans, c'est quasiment bon pour la vie. Après, il y a une zone de turbulence, pendant l'adolescence, et après 20 ans, c'est mort, les amis. On ne peut plus grand-chose. Et à partir d'un âge ancestral qui est le mien, ça commence à décliner. Bien, on a du mal à contrôler la pensée. Bref, ça se développe et on n'a pas accordé d'attention, c'est le cas de le dire, sur les activités pédagogiques qui permettent de développer l'attention. Ça marche par injonction, tais-toi, mets-toi machin, etc. Mais ce n'est pas des activités de développement de l'attention. Donc ça, il faut s'y mettre. C'est le premier critère de réussite, pas simplement scolaire et universitaire, dans la vie. 1000 élèves, 1000 enfants de 3 à 11 ans ont été suivis jusqu'à l'âge de 30 ans, 1000. Et tous ceux qui avaient de bonnes capacités attentionnelles avant 11 ans, c'est ceux qui ont le mieux réussi dans leurs études, dans leur équilibre psychologique et dans leur santé. Je ne dis pas qu'il faut utiliser cette référence de façon absolue. Je dis qu'il y a une relation de cause à effet qui est quand même... il faut s'en occuper. Entraînement des compétences, c'est la procéduration. Pour la maîtrise des langages, la maîtrise des méthodes, etc. Je ne vous fais pas un dessin, mais en tout cas, c'est là où le numérique aussi peut apporter des choses. Donc, au départ, c'est une trace. Ensuite, il faut consolider cette trace par une reprise. Et progressivement, on le voit en neuroimagerie, le stock, si vous voulez, se déplace à l'arrière du cerveau. Et une fois que c'est là, c'est pour la vie.
quasiment. C'est la technique de tous les sportifs, les musiciens, les experts, etc., etc. C'est ça l'expertise. C'est arriver à procédurer le maximum de choses. Et après, la reprise, le rappel est évidemment beaucoup plus simple, donc ça facilite la réflexion, la compréhension. Et on sous-estime l'acquisition des procédures parce que quand vous l'avez, vous n'imaginez pas bien quelle est la difficulté à l'acquérir pour celui qui ne l'a pas. C'est comme ça. Donc on la sous-estime. Mais attention, à procédure, oui, d'accord, mais le maîtrise, contrôle, inhibition, juste comme il faut. Donc c'est tout ça que l'apprenant doit apprendre. Alors, travailler en mode collaboratif, Jean-Charles a été génial hier, donc je ne reviendrai pas dessus, trop. En tout cas, ça permet le développement de ce qu'on appelle de plus en plus les compétences psychosociales qui vous concernent directement dans vos axes de formation. Donc c'est écouter, échanger, argumenter, produire, communiquer, etc. Donc tout ça, ça se fait par des techniques adaptées. Donc là, il y a des gens bien meilleurs que moi pour le présenter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on observe la différence entre le cerveau récepteur, qui est une très mauvaise méthode d'apprentissage. C'est celle que je viens d'utiliser pendant 1h15 maintenant, et j'en suis navré, etc. Mais on m'a dit, ils sont 250 dans un amphi, assis les uns à côté des autres. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est comme ça. En tout cas, c'est culturel. Donc, vous n'avez pas pratiquement rien appris. Vous avez simplement perçu un ensemble de problématiques. Après, c'est à vous de jouer. Donc, ce n'est pas le même que le cerveau producteur. Et tout ça, ça joue sur mémorisation, motivation, etc. Donc, évidemment, c'est ce vers quoi on s'achemine. Et c'est vrai que dans les pays nordiques, si vous vous amusez à mettre des tables les unes à côté des autres, les collègues, ils ricanent. Enfin, ils disent, c'est quoi ce truc c'est quoi? C'est prussien, comme on disait hier. Ouais, il y a des pays où ça n'existe pas, hein, les tables les unes à côté des autres. Ça n'existe pas. Moi, j'ai fait la conférence d'inauguration du lycée français de Londres l'année dernière. Je suis arrivé la veille de la rentrée. Le proviseur me fait visiter son lycée. Il n'y avait aucune table d'installer. Je lui dis, mais attendez, les cours, ils commencent demain. Comment ils font les profs? Ah, mais elle me dit, il n'y a pas de table. Ah non, non, on change de configuration 3 fois par heure. Les ateliers, les machins, les trucs, etc. On fait un peu de transmissif, un peu d'actif, un peu de trucs, etc. Ça, non seulement c'est l'avenir, mais à mon avis, il n'y aura que ça. Alors voilà, donc nous on expérimente les îlots, la différenciation pédagogique, l'élève qui joue le rôle de prof, les tuteurs entrepris, et alors évidemment, oui, la classe renversée, j'ai été très intéressé par l'intervention, et donc hier soir avec Jean-Charles, on a monté une opération commune, parce que je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'il a dit. Voilà, ça c'est dans le creux de votre oreille. Donc attention, le transmissif, c'est une illusion d'attention. Je pensais que monsieur était très attentif, il l'a été, mais peut-être pas tout le temps, pas comme je le... Voilà. Donc, je me fais un peu des illusions. Non, mais vous avez sûrement été très attentif, mais c'est inévitable. Ensuite, il y a l'illusion de rétention. Vous croyez avoir retenu, eh ben non, pas vraiment. Et puis, il y a une illusion de représentation. Moi, je ne sais pas trop, finalement, quel type d'apprenant vous avez été. Alors que, en pédagogie renversée, pour ne prendre que cet exemple, on a une représentation beaucoup plus immédiate de qui apprend quoi, comment, etc. Ensuite, il faut conclure, et je vais conclure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux apprenants? D'abord, vous dire qu'on ne peut pas concevoir d'adopter une modalité sans expliquer la raison pour laquelle on le fait. On ne peut pas le faire. Et même pour les petits, même en maternelle, on explique aux gamins comment leur cerveau fait. Et à partir du moment où vous impliquez les apprenants dans leur mécanisme, alors ils sont vos complices. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Eh bien, on peut leur dire tout ça. Comment ils sont attentifs, comment leur cerveau est plastique, comment ils oublient, comment on consolide, comment on mémorise, comment on est actif, comment le feedback, tout ça, vous pouvez le faire. Comment on apprend en dormant, comment on apprend en rêvant. Je passe sur le numérique. Voilà. Du début jusqu'au dernier souffle, le cerveau est plastique. Les 90 milliards de neurones et les 100 milliards de cellules gliales qui les accompagnent se remodèlent constamment, se reconfigurent, ça forme des populations, et c'est là-dessus que s'inscrivent les connaissances, les savoirs, etc. Et les connexions synaptiques se réorganisent en permanence
se complexifie, etc., le cerveau est extraordinairement plastique. C'est ce que l'on voit actuellement avec les techniques de neuroimagerie non invasive qui permettent d'objectiver un peu les choses. Chers collègues, vous pouvez sur le site voir des choses. En décembre, on monte un MOOC 2. Si ça vous intéresse, merci infiniment d'avoir été patient. La classe quand on a une conférence à donner ou un cours magistral avec 150 étudiants. Ce qui nous arrive, là ce qui m'est demandé moi, et ce qui nous est demandé aujourd'hui, comment on fait en fait? Est-ce qu'on peut inverser ce genre de... Alors, merci pour votre question géniale, puisque c'est le cas, j'ai bien entendu. Alors, si vous voulez, tout dépend de l'objectif que vous donnez. Si vous donnez un objectif d'appréhension des choses et de traitement des choses limité, c'est possible, oui. Vous pouvez tout à fait faire travailler 250 personnes avec des micro-groupes de proximité, etc. Vous pouvez faire ça. Vous alternez, etc. Ça, c'est une conception pédagogique de la gestion d'un grand groupe, si vous voulez, qui est tout à fait faisable. Donc ça, j'espère avoir répondu à votre question. Moi, j'ai été formateur des cadres de l'EDUC pendant longtemps et j'avais des amphis systématiquement de 250. Voilà, bon. Alors, le face-à-face transmissif, c'est complètement grotesque. Ça va bien une fois aujourd'hui parce que je voulais vous faire un petit show de présentation sur... voilà. Mais si vous avez un objectif plus simple, vous décomposez la séquence et il existe des techniques actives, si vous voulez, en groupe, qui ne remplacera pas l'implication en groupe de 12 ou 15 ou 20, comme disait le collègue hier. Donc c'est pas possible, mais en tout cas, vous pouvez trouver une espèce de compromis avec des techniques d'implication régulière pour essayer d'impliquer les gens, etc. Arrêt sur image, réflexion, résolution de micro-problèmes, restitution au hasard. Il y a une multitude de possibilités comme ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez expliquer à vos apprenants comment ils fonctionnent, moi j'ai un réseau de formateurs que j'appelle des relais ressources. On est en train de concevoir des petits modules pour expliquer comment les gens fonctionnent. C'est sur le site pêchez-y, sans modération. Allez-y, utilisez, regardez ce que vous pouvez faire, etc. Mais, voilà, merci.